si vous voulez, c'est comme si que maintenant, dans ce dossier 4000, elle va devoir se battre, l'accusation, un peu les pieds et poings liés. Nous avons le plaisir de retrouver Maître Philippe Koskas. Philippe, bonjour, Boker Tov. Ok, alors Daniel. Alors on a bien besoin de votre éclairage pour mieux comprendre les derniers développements, les retournements de situation, on va dire, assez impressionnants dans le dossier 4000, dans le procès de Binyamin Netanyahou. Pourquoi la décision des juges de repousser la requête du parquet, de modifier l'acte d'accusation, eh bien, est si déterminante? Pourquoi tout le monde parle de coups durs pour le parquet et de retournements importants? Eh bien, il y a deux choses qu'il faut voir dans cette décision. Il y a la décision sur laquelle donc le parquet avait demandé de corriger son acte d'accusation et le tribunal n'a pas obtempéré, a pas accepté et a dit que ce changement dans un délai aussi tardif n'est pas acceptable et mettrait en danger la manière dont Binyamin Netanyahou pourrait se défendre. Donc ça, si vous voulez, ça porte atteinte au droit de la défense. Mais ça, c'est sur la forme. Mais sur le fond, ces juges, depuis le début, je crois qu'on en a parlé plusieurs fois, ont été assez poker face. On pouvait pas savoir de leurs questions s'ils étaient plutôt en faveur de l'accusation ou plutôt en faveur de la défense. Et là, on a bien compris, en tout cas dans la décision d'hier, que il s'exprimait, en tout cas sur ce point-là, fondamentalement au profit de la défense, dans le sens où ils ont en fait sous-entendu que l'accusation avait été gérée de manière négligente, que il aurait pu, et d'ailleurs, et c'est ça le vrai problématique, parce que sur la forme, c'est quelque chose de tout petit. Dans l'acte d'accusation, il est marqué qu'une certaine rencontre, qui est déterminante, certes, avait été faite entre Binyamin Netanyahou et son directeur de cabinet, donc au mois de juin 2015. Or, il s'est trouvé par un travail absolument de fourmi des avocats de la défense de Binyamin Netanyahou que c'était pas possible. Ils ont fait des traçages GPS, ils sont remontés sur l'agenda de Binyamin Netanyahou. Et d'ailleurs, le parquet lui-même avoue, c'était pas possible d'avoir cette rencontre au mois de début juin 2015. C'est ou avant ou après. Et il faut souligner également que la défense nie que cette rencontre a été faite avant une autre rencontre, d'ailleurs, c'est un petit peu compliqué ce que j'explique, avant une autre rencontre avec Shaul Alovitch, donc le propriétaire de Bezek. Et donc, si vous voulez, Daniel, le problème, c'est que le parquet avait connaissance de cette bévue depuis bien longtemps et a demandé la correction de l'acte d'accusation bien tard. Alors pourquoi il a agi comme ça? Il pensait que ça allait passer comme une lettre à la poste ou pourquoi? Ouais, je crois que le parquet se sentait un peu trop sûr de lui-même. Il pensait que ça allait passer comme une lettre à la poste. Et je dois dire qu'il y avait un retour de balancier assez fort hier, dans le sens où maintenant le problème c'est un peu comme la Libye. Il y en a un qui dit j'y étais pas. Or cette rencontre, en tout cas cette dette-là, c'est pas passé, et ça va être très difficile pour le parquet de prouver que cette rencontre ait eu lieu, puisque et donc à partir du moment où c'est difficile de prouver que cette rencontre ait lieu, à partir du moment où on sait que cette rencontre, c'est de là que le parquet a tiré, on va dire, son argumentaire pour dire qu'il y a eu corruption. C'est la pièce à conviction principale, cette rencontre. Absolument. C'est pas, il y en a d'autres, mais c'est une pièce importante dans le jeu du parquet. C'est cette rencontre donc qui allait prouver la volonté, si vous voulez, la subjectivité, l'élément subjectif de l'infraction, de montrer que Binyamin Netanyahou avait bien connaissance du fait et avait bien poussé son directeur de cabinet à la fusion entre Bezek et voilà. Alors, donc si vous voulez, c'est deux groupes.
Alors, la question que je vous pose en tant que juriste, c'est stupéfiant quand même, parce que c'est un acte d'accusation, c'est pas un simple acte d'accusation contre une simple personne, on va dire un citoyen lambda, qui a été rédigé par, on va dire, un stagiaire ou un élève, ou enfin, disons, un juriste tout nouveau, tout fraîchement sorti de l'école de droit, mais c'est un acte d'accusation contre un Premier ministre en exercice qui a été validé, contrôlé, page par page, par le contrôleur, par le procureur de l'État, Shai Nitzan, qui a été validé par Avichai Mendelblit, le conseiller juridique du gouvernement. Ça semble stupéfiant. C'est-à-dire, eux aussi pensaient que ça allait passer. C'est-à-dire, ils ne sont pas rentrés dans les détails. Non, je crois qu'à ce niveau-là, il y a deux choses ici. Il y a l'erreur. En fait, ils se sont basés sur les aveux qui ont été donnés et ils n'ont pas vérifié les aveux. Et dans son contre-interrogatoire, donc il a été approuvé que l'aveu n'était pas exact. Maintenant, il y a le problème de l'erreur et le problème de quand est-ce qu'on demande la correction de l'erreur. Alors, il faut voir, on est en train de parler de quelque chose qui paraît très technique, mais sur le fond, ça peut remettre en question tout le témoignage du témoin à charge. Tout le témoignage. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est assez dramatique, dans le sens où à partir du moment où, si le parquet l'avait demandé l'année dernière, je pense que le tribunal aurait accepté, parce qu'il aurait permis, si vous voulez, quand on change une erreur comme ça, il aurait permis à la défense de se réorganiser. Or là, il le demande de manière relativement tardive. À mon avis, c'est une erreur, c'est clair, de la part du parquet dans la gestion du dossier. Je ne crois pas que des autres autorités aient été, si vous voulez, j'allais dire, dans la gestion. C'est une question de gestion quotidienne du dossier. Alors, l'erreur, elle a été faite, bon, très bien, mais dès qu'il y a une erreur, il faut la corriger tout de suite. Alors justement, là, vous répétez un mot de manière comme un leitmotiv, erreur. On a l'impression que le dossier 4000, c'est une accumulation d'erreurs de la part du parquet, parce que on a dit, par exemple, ça a commencé par Ilan Yoshua, on a dit, ok, quand il a témoigné, ça avait l'air assez dramatique pour Netanyahou. Dès le contre-interrogatoire, on a vu que le type était pas tout à fait crédible. Même chose après avec Heifetz, où on a vu que finalement Heifetz avait été l'objet de pression psychologique, etc. On a dit non, alors Heifetz c'est pas très important, l'important c'est Filbert. Filbert, on entend Filbert et on voit qu'avec Filbert, eh bien tout s'effrite, c'est-à-dire que même hier les juges ont eu l'impression que Filbert s'alignait sur la position de la défense. Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans ce procès ? Alors écoutez, moi j'ai pas tout à fait la même vision que la vôtre. Moi je crois que ce que vous avez dit sur Shlomo Filbert est exact. Dans le sens où c'est vrai que Shlomo Filbert avait fait des aveux à la police. C'est vrai qu'ils ont été, on en avait parlé, je crois, dans des anciens, ils avaient été sous pression parce que de toute façon, les gens n'avouent pas de manière en général volontaire. C'est souvent pressurisé, c'est souvent sous pression, etc., etc. Donc tout ça, ça reste dans le cadre du légitime. Mais par contre, ce qui n'est plus légitime, c'est vrai que Shlomo Filbert, dans le cadre de sa contre-interrogation, a retourné un peu sa casaque et a témoigné, j'allais dire, en faveur de Binyamin Netanyahou, mais tout ça, ça reste encore du conventionnel. Ce qui n'est plus conventionnel, c'est ce qui s'est passé hier. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Shlomo Filbert a fini son témoignage et l'accusation plutôt, la demande de corriger l'acte d'accusation, et le tribunal refuse, si vous voulez, c'est comme si que maintenant dans ce dossier 4000, elle va devoir se battre, l'accusation, un peu les pieds et poings liés. Sur les deux autres témoignages qui ont été faits avant, ça on pourra savoir, si vous voulez, on le verra avec la perspective de l'histoire, si les tribunaux les croiront ou les croiront pas. Ça arrive souvent que des témoins, et sûrement des témoins à charge, aient passé des aveux, et les aveux ont été faits, j'allais dire, de manière libre, mais enfin c'est pas de la manière libre, ils n'étaient pas dans un hôtel 5 étoiles pour passer les aveux. Ils étaient souvent sous l'emprise, j'allais dire, des enquêteurs, et quand même les aveux
aveux sont passés. Hein. Les gens n'avouent pas des crimes comme ça de manière aussi volontaire. Alors, donc tout ça, ça me paraît tout à fait logique. Mais par contre, pour ce qui s'est passé hier, pour moi, ça peut être un virement dans ce dossier. J'ai deux questions, je suis pas sûr qu'on aura le temps de répondre aux deux. Est-ce qu'aujourd'hui, concrètement, l'accusation de corruption, elle tombe ou elle risque à 90% de chances de tomber dans ce dossier ? Écoutez, je peux pas. Elle ne tombe pas d'abord, parce que de toute façon, hier, le Conseil juridique du gouvernement s'est prononcé. Elle s'est prononcée d'abord sur son avis qu'elle ne ferait pas appel sur la décision de la Cour, donc d'hier. Deuxièmement, donc elle va pas tomber. Est-ce que ça peut conditionner ? La réponse, elle est oui. J'allais dire, c'est un peu comme si, je sais pas, moi, dans un match de football, à la 80e minute, il y a une équipe qui marque un but. Alors, ça veut pas dire qu'il y aura pas d'autres virements dans ce dossier. Un dossier, il n'est pas fermé tant qu'il n'est pas fermé. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer. Il faut donner le temps. Il faut finir que il faut auditionner tous les témoins et à ce moment-là, on pourra se prononcer de manière beaucoup plus précise. Mais c'est clair que la décision d'hier est un virement dans ce dossier en faveur de Binyamin Netanyahou, bien entendu. Dernière question, c'est un peu dans l'éditorial de Tova Tzimoki ce matin dans l'Yediot Ahronoth qui dit que en fait il y a deux perceptions. Il y a la perception dans ce procès, la perception de la justice et la perception du public, on va dire médiatique, parce que il faut bien avouer, tout cela ne donne pas une image de crédibilité de la part du parquet israélien. Est-ce que finalement vous pensez qu'aujourd'hui Binyamin Netanyahou a tout intérêt à poursuivre ce procès pour prouver qu'il est une victime d'une sorte de conspiration, d'une manipulation de la part des plus hautes instances de la justice ? Je suis pas sûr. Regardez, d'abord, on ne parle qu'un des volets du procès. C'est vrai que c'est un des volets les plus importants. Le dossier 4000 est le plus important, mais il y a quand même le dossier 1000 et le dossier 2000 qui ne sont pas évidemment affectés de ce qui s'est passé hier. Donc, Binyamin Netanyahou a encore de quoi perdre dans ce dossier. Donc, je ne sais pas. Je suis pas rentré dans les j'allais dire dans les secrets de la défense. Il y a beaucoup de. Je pense que si Binyamin Netanyahou avait été une personne, j'allais dire comme vous et moi, je pense que j'aurais essayé de transiger avec le parquet, en tout cas sur les deux autres affaires qui sont mineures. Mais aujourd'hui, c'est très très difficile. C'est un homme public de premier rang. Je crois que toutes les théories de conspiration, attention, là on parle de deux choses ici. On peut bien voir d'abord qu'en Israël, on a une justice indépendante, dans le sens où même lorsque le parquet essaie de corriger les choses, les juges ne sont pas la seule du parquet. Donc on peut déjà voir que les juges ici sont parfaitement indépendants. Et on peut également voir, en effet, moi je suis un peu d'accord avec vous, qu'il y a une négligence de la part du parquet. Et cette négligence, j'allais dire, ils auront remonté les bretelles, dans le sens où on ne laisse pas passer une négligence du parquet, en Israël en tout cas, même si c'est le parquet qui l'a fait. Eh bien, Maître Philippe Koskas, merci beaucoup pour cet éclairage sur ce retournement de situation assez important donc dans le dossier 4000 dans le procès de Binyamin Netanyahou. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, à bientôt. À bientôt. Au revoir, Daniel.